Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. La semaine dernière, et comme chaque année en prévision du vote d'une nouvelle résolution, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a adressé aux membres du Conseil de sécurité son rapport annuel sur la situation au Sahara marocain. Ce rapport est soumis en application de la résolution 2654 de 2022, en vertu de laquelle le Conseil a prorogé le mandat des forces onusiennes de maintien de la paix dans la région. C'est un rapport qui fait le bilan de l'année écoulée et trace les perspectives d'avenir de ce conflit artificiel autour du Sahara marocain. Pour revenir sur les grandes lignes de ce rapport et sur ses principales recommandations et sur le programme crucial de ce mois d'octobre pour le dossier de notre intégrité territoriale, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir le politologue Moustapha Shimi. Monsieur Shimi, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, première question, quelle est l'importance de ce rapport annuel du secrétaire général de l'ONU? C'est un draft qui est soumis. C'est un rapport qui est lié à un agenda. L'agenda, c'est celui du mois d'octobre. Donc, le secrétaire général de l'ONU, chaque mois d'octobre, maintenant, depuis plusieurs années, avant c'était tous les 6 mois, mais ça a été modifié, vous le savez, c'est un rapport annuel qui est présenté par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, aux membres du Conseil de sécurité. C'est un rapport qui fait le point sur l'évolution de la situation, comme vous l'avez relevé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme élément nouveau depuis octobre 2022. Les éléments nouveaux viennent d'où? Ils viennent d'abord des contacts personnels que nourrit le secrétaire général des Nations Unies avec des responsables, avec des chefs d'État, d'autres interlocuteurs, etc. C'est son job. Il y a également l'évaluation qu'il fait de l'application de la résolution 2654 du 27 octobre 2022, résolution de cette haute instance onusienne qu'est le Conseil de sécurité. Et il y a des recommandations dans son précédent rapport 2022, un certain nombre de recommandations. Donc, c'est l'opportunité pour lui de faire le point sur l'application de ces recommandations. Alors, donc, c'est quand même un texte important parce que c'est la lecture que fait ce haut responsable onusien, chef de l'exécutif onusien, donc d'une situation particulière liée à un dossier du Sahara marocain, et il en informe une instance compétente à cet égard, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Donc, pour nous, c'est un rendez-vous important, c'est un rendez-vous pour le Maroc pour faire valoir de nouveau le bien fondé de la cause nationale avec ses titres historiques et ses titres juridiques. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir principalement de ce compte-rendu ou de ce rapport sur l'année écoulée et sur la situation dans la région, dans les provinces du Sud? Globalement, par rapport au précédent rapport, ma première lecture serait de dire qu'il y a un tronc commun entre son premier rapport après les premiers jours d'octobre 2022 et ce rapport qui a été présenté, en tout cas il est daté du 2 octobre et il a été rendu public quelques jours après. Il y a un tronc commun, c'est-à-dire un certain nombre de principes prévalent quant à l'examen et l'appréhension de ce dossier national. En revanche, il y a des nuances. Les nuances sont importantes, c'est-à-dire qu'on a pu relever l'insistance particulière du secrétaire général de l'ONU à une exigence d'une solution urgente. C'est la première fois qu'il va aussi loin, solution urgente, donc de cette question, et il appelle de nouveau à ce qu'il y ait la reprise du processus de négociation sans conditions préalables et de bonne foi. Il l'avait déjà souligné voici un an et il réitère ça avec davantage de fermeté, me semble-t-il. Autre point aussi, qui était en 2022 mais qui est surligné cette fois-ci, sans doute davantage, c'est la nécessité de reprendre le processus de négociation et le dialogue. Voilà en gros ce que je puis dire pour l'instant. Dans le rapport, d'après ce que j'ai pu lire, il insiste aussi sur le rôle de l'Algérie dans le conflit. L'Algérie est citée quelque chose comme 21 fois dans son rapport.
À 21 reprises. Dans le précédent rapport, en 2022, l'Algérie avait été citée 33 fois. Ouais, donc, cette fois-ci, nous sommes encore dans une forte référence. Une forte référence parce qu'il appelle à la réactivation du processus des tables rondes. Il faut rappeler qu'il y a eu 2 tables rondes, où il était d'ailleurs toujours en fonction. Il était secrétaire général de l'ONU. Première table ronde en décembre 2018 et une deuxième en mars 2019 en Suisse, à côté de Genève, l'une à Genève, l'autre à côté de Genève, etc. Processus de table ronde qui présentait quel trait particulier? Il y avait 4 parties. Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, mouvement séparatiste. La première conférence, la première table ronde, décembre 2018, et la deuxième conférence, était marquée par des échanges de vues, et disait-on à l'époque un esprit constructif. Mais la délégation algérienne, puisque vous m'avez posé la question sur l'Algérie, était présidée par qui? Était présidée par le ministre des Affaires étrangères. La première, c'était Abdelkader Msahel, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères. Et la deuxième, en mars 2019, par qui? Par Jean-Martin Lamamra, qui lui a succédé, ministre des Affaires étrangères. Pourquoi je rappelle ça? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie dit que le processus des tables rondes n'est pas utile et n'est pas productif. C'est ce qui est dit. Et productif, mais il y a du retard à l'allumage, parce qu'il y a eu 2 tables rondes avec un ministre des Affaires étrangères du pays voisin, et c'est un peu tardif, évidemment, ça apparaît pour cette évaluation-là. Tout ça, pourquoi? Pour dire que finalement, il y a un changement d'attitude de l'Algérie qui se retrouve en difficulté sur cette question nationale si le processus de négociation se poursuivait. Je vous rappelle que Horst Kohler, avant de démissionner en mai 2019, pour raisons de santé, raisons personnelles, avait prévu pour juillet 2019 un 3e rendez-vous, une 3e table ronde. Et c'est à partir de ça que l'Algérie a décliné donc de continuer à participer à ces tables rondes. Il n'y a pas d'autre solution que ces tables rondes-là. Et d'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, dans son rapport d'il y a quelques jours, dit qu'il faut absolument réactiver le processus de négociation des tables rondes. Il n'y en a pas d'autre. Alors, il y a, pour être juste et précis, il y a un autre processus qui s'est enclenché en mars dernier aux Nations Unies, où l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, le diplomate italo-danois Staffan de Mistura, avait eu des rencontres informelles avec un certain nombre de pays, donc les 4 pays de la table ronde, et d'autres pays, etc. Mais il s'agit bien simplement d'un cadre informel de contact, d'écoute, de discussion, etc. Le seul cadre institutionnel consacré par le Conseil de sécurité et validé, c'est bien le format de négociation des tables rondes. Des tables rondes. Alors, dans le rapport, c'est un rapport aussi qui épingle la violation du cessez-le-feu par les milices séparatistes et leur entrave au travail de la MINURSO. Vous avez raison de le relever. Le cessez-le-feu a été institué en septembre 1991. Suite à une résolution du Conseil de sécurité d'avril 1991. Cessez-le-feu, c'est parce qu'il y a cessez-le-feu qu'il y a la MINURSO. C'est clair. Qui a une mission des Nations Unies pour le suivi, le respect de cessez-le-feu. Or, voilà maintenant 3 ans, 1 mois après, le 20 novembre 2020, plus précisément, le mouvement séparatiste a fait une déclaration tapageuse pour dire qu'il n'allait plus respecter le cessez-le-feu et qu'il allait reprendre la lutte armée. Et d'ailleurs, depuis 3 ans, ils continuent à multiplier des communiqués de guerre. Ils en sont au 1100e communiqué de guerre, comme si les provinces sahariennes étaient à feu et à sang. Donc, évidemment, c'est des fanfaronnades, et c'est fantasmagorique même, etc. Donc, nous en sommes là. Donc, depuis 3 ans, quelle est la situation? Le mouvement séparatiste déclare qu'il ne respectera plus le cessez-le-feu, et il continue évidemment à multiplier des incidents ici ou là, etc. La MINURSO a relevé par exemple des centaines d'incidents dus aux milices armées du mouvement séparatiste, en dehors évidemment de la zone protégée par le mur, qui est une zone tampon. Donc voilà, premier problème, ce mouvement séparatiste ne respecte pas une résolution du Conseil de sécurité.
qui est pour le respect de ces civils. C'est ça qu'il faut dire et marteler. Absolument. Premier point. Deuxième point, le mouvement séparatiste sort du schéma de négociation prévu par les résolutions du Conseil de sécurité de 2022, 2021, etc. Et donc nous avons des milices armées qui sont donc encadrées, vous savez, par l'Algérie, je n'y reviens pas, c'est connu, etc. Nous avons des milices armées qui sont là, qui ne respectent pas le cessez-le-feu instauré par le Conseil de sécurité depuis 1991, donc plus de 3 décennies, qui ne respectent pas non plus le processus de négociation, et c'est une situation qui n'est pas admissible pour la communauté internationale. J'ajoute un dernier point. L'Algérie est dans le même registre. L'Algérie ne refuse le processus de négociation, sans proposer quoi que ce soit d'ailleurs, etc. Et l'Algérie se situe hors périmètre, hors champ, résolution du Conseil de sécurité. Un dernier point, si vous le permettez, pour ce qui est de l'Algérie, la question des réfugiés. Le rapport secrétaire général, de nouveau, cette fois-ci, épingle l'Algérie à propos de sa responsabilité quant à la situation des réfugiés. Il y a des séquestrés. Et oui, il y a des dizaines de milliers de réfugiés. L'Algérie dit 180 000. Le mouvement séparatiste, il dit 230 000. Vous savez pourquoi? Il gonfle les chiffres pour avoir de l'aide alimentaire bien sûr, qui est commercialisée, détournée. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Office européen de lutte contre la fraude qui a fait un rapport accablant à ce sujet. Bien. Alors, quel est le problème posé par l'Algérie? Ça fait 8 ans que le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés de Genève, n'arrive pas à venir visiter les camps de Tindouf pour faire son job. Son job, c'est identifier, recenser les réfugiés. Deuxième élément complémentaire aggravant, me semble-t-il, pour l'Algérie, il y a, pour ce qui est de l'Algérie, un abandon de souveraineté. Pourquoi? Elle admet sur son territoire national, à Tindouf et dans les 5 camps de Rabouni, donc elle admet qu'il y ait des milices armées, qu'il y ait un écosystème militaire séparatiste sur son propre territoire, et ça c'est contraire à tous les traités internationaux. C'est des prisonniers à ciel ouvert, parce que ce n'est pas des réfugiés, parce qu'ils n'ont pas le droit de circuler, ils n'ont pas le droit de quitter Tindouf. Alors, il n'y a pas que les violations du cessez-le-feu, parce qu'elle entrave aussi le travail de la MINURSO et l'acheminement même parfois d'alimentation au-delà de la laisser travailler. Et dans le rapport, on parle aussi, parce que c'est aussi de la provocation, on provoque les forces armées royales quand on fait ces violations de cessez-le-feu. Et le rapport salue, il les souligne, la coopération des phares dans le travail de la MINURSO. Effectivement, vous avez raison de le relever. Je voudrais signaler que les phares sont mobilisés depuis plus d'un demi-siècle. Et sur ce plan-là, il faut faire confiance aux phares pour assurer cette mission de préservation de l'indépendance, l'intégrité territoriale du royaume. Les phares apportent leur concours à la MINURSO. Pourquoi? Parce que le Maroc est un État qui applique les résolutions du Conseil de sécurité et qui veut que le travail de la MINURSO, sa mission, s'accomplisse dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas le cas du mouvement séparatiste. Savez-vous qu'en mars dernier, la MINURSO ne pouvait pas assurer le ravitaillement de ces éléments. Même en carburant, c'est-à-dire même l'approvisionnement en carburant est arrivé à un seuil critique et il a fallu que le Maroc se mobilise pour compenser cela. Il y a également un certain nombre d'incidents touchant la MINURSO. Il y a le fait, pour illustrer cet état d'esprit, le chef du mouvement séparatiste n'a pas reçu jusqu'à maintenant le chef de la MINURSO, le russe Alexander Ivanko. Donc il y a là une politique systématique d'obstruction, de multiplication d'obstacles pour empêcher que la MINURSO fasse son travail. Et ça, c'est relevé d'ailleurs précisément dans le rapport du secrétaire général de l'ONU. Exactement, parce qu'il dit que les milices séparatistes continuent de nuire à la capacité, ça c'est textuellement de la MINURSO, de mener pleinement à bien ses activités opérationnelles, en particulier les patrouilles terrestres et la reconnaissance aérienne. Tout à fait. Oui. Alors, il y a des recommandations
à part là, ce qu'on retient sur la situation, quelles sont les grandes lignes des recommandations de ce rapport? Il y a les tables rondes, bien sûr, le retour. Ce sont des recommandations faites par le secrétaire général. Évidemment, elles doivent être débattues, délibérées, débattues et validées par le Conseil de sécurité. C'est important. Absolument, on va revenir aux prochaines étapes. Oui, il faut rappeler que le secrétaire général de l'ONU est un chef exécutif. L'instance de décision, c'est le Conseil de sécurité. C'est important que ça soit dit. Alors, il a fait un certain nombre de recommandations. La première, évidemment, c'est la prorogation du mandat de la MINURSO pour une année. C'est important. La MINURSO, c'est quoi? C'est des effectifs de 221 membres et un budget de 64 millions de dollars. C'est les effectifs de la MINURSO. Oui. C'est 221 personnes, dont d'ailleurs 30% de femmes, c'est intéressant, et un budget de 64 millions de dollars. Il faut qu'il y ait le vote de cette résolution pour que le financement de la MINURSO soit assuré et que la décision politique soit prise par le Conseil de sécurité pour qu'elle prolonge son mandat. Deuxième recommandation, la réactivation avec insistance du processus de négociation, de la table ronde et du processus de négociation. 3, le soutien en total à son émissaire personnel, Staffan de Mistura, avec un certain nombre de points. Sur quoi maintenant? Qu'est-ce qui va changer par rapport à 2022? Le secrétaire général insiste sur le fait qu'il y a nécessité maintenant pour les 4 partis d'approfondir leur position. Ils insistent sur les 4 parties concernées. Évidemment, c'est les 4. C'est le format. C'est le format qui a été retenu, validé par le Conseil de sécurité. Alors, l'approfondissement des positions, c'est quoi? Le Maroc, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Sur la table, il y a le projet d'autonomie marocaine du 11 avril 2007, déposé au Conseil de sécurité, et tout le temps salué et qualifié de sérieux, crédible, réaliste pour une solution politique. Dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, donc il y a cela. Il y a un autre élément aussi qui est nouveau, avec une tonalité nouvelle, me semble-t-il, cette fois-ci, dans le rapport d'Antonio Guterres, il insiste sur le fait de rechercher des formules nouvelles. C'est-à-dire la table ronde, si elle reprend et elle doit reprendre, ne doit pas se limiter à un dialogue de sourds entre la position du Maroc, la position d'Algérie, du mouvement séparatiste, etc. Il faut aller au-delà. Ce tour de piste, si je puis dire, a déjà été fait lors des 2 précédentes rencontres. Il faut aller plus loin, il faut donc affiner. Alors, qu'est-ce que ça peut être en plus des tables rondes? Quelle nouvelle formule, par exemple? Ça peut être que ça. Oui, ben oui. Ça peut être que ça. C'est-à-dire, c'est un format qui a été retenu lors de 2 tables rondes. Peut-on imaginer une autre formule, un autre format? Évidemment, le Conseil de sécurité est souverain à cet égard, mais il est bien entendu qu'il y a des acquis. D'ailleurs, in fine, dans son rapport, le secrétaire général dit que le travail doit être fait en tenant compte, en prenant en charge les précédents et les acquis de ses prédécesseurs, secrétaires généraux de l'ONU, donc, et des autres émissaires. Il y a des acquis. Il y a des acquis qui sont donc sur la table du Conseil de sécurité. Il peut y avoir des réarticulations des acquis, mais encore un point, c'est pour ce qui est de la position du Maroc. Le Maroc dit oui, bien sûr, nous allons réfléchir ensemble dans un cadre de négociation à la recherche d'une solution politique sur la base des principes et des paramètres de négociation. Mais ce qu'il y a d'abord, c'est le fait qu'il y a un projet d'autonomie qui est sur la table. Deuxième élément invoqué par le Maroc, c'est les avancées nouvelles pour ce qui est de la question nationale. Il est bien évident que la question nationale, en 2023, se présente avec des paramètres différents, paramètres qualitatifs, par rapport à 2007, 2018, parce que, vous savez, j'avais noté le chiffre, 84% des 193 pays membres de l'ONU soutiennent la position marocaine, le projet d'autonomie. Donc nous en sommes là. Alors le Maroc dit oui, on peut voir, le projet d'autonomie, il n'est pas gravé dans le marbre, c'est fixé un certain nombre de principes, vous savez, c'est un texte court, ça définit un certain nombre de principes, mais c'est sur cette base-là, le point de départ,
doit être le projet d'autonomie. Le Maroc est ouvert à des propositions, soit pour ce qui est des 3 autres parties prenantes, soit d'autres intervenants pour avancer dans la recherche d'une solution. Maintenant que Antonio Guterres a présenté son rapport, on sait que ce mois d'octobre est décisif. Quelles sont les prochaines étapes avant le vote de la résolution, de la nouvelle résolution? Il y a un agenda, vous l'avez dit, le rapport du secrétaire général de l'ONU. Dans les prochains jours, le Conseil de sécurité va écouter le Russe chef de la MINURSO, Alexander Ivanko. Qui était en visite il y a un mois à Dakhla, à Laayoune. Oui, tout à fait, qui a été nommé d'ailleurs en novembre 2021, donc depuis 2 ans, et qui connaît ce dossier parce qu'il était déjà chef de cabinet du patron de la MINURSO auparavant. Il va faire un rapport sur quoi? Il va dire qui n'a pas respecté le cessez-le-feu. Et il va bien montrer que le mouvement séparatiste a multiplié les incidents pour ce qui est de la non-observation, du non-respect du cessez-le-feu, allant jusqu'à bloquer des circuits d'approvisionnement, d'essence, d'alimentation, de facilité. Donc c'est extrêmement important. C'est un homme de terrain qui est sur place. Sur la base de ses rencontres aussi avec les responsables politiques, associatifs, ce qu'il a vu à Dakhla, Laayoune, les projets concrets. Oui. Ça, c'est mais son périmètre est plus strict, si vous le permettez. Son périmètre est plus strict, c'est-à-dire le respect du cessez-le-feu. D'accord. Et sur ce plan-là, donc, la charge va être lourde pour le mouvement séparatiste. Ensuite, le 16 octobre, à ce moment-là, c'est l'émissaire personnel, donc Staffan de Mistura, qui va faire un briefing au niveau du Conseil de sécurité. Briefing, c'est-à-dire que c'est un exposé oral de débat. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de communiqué, etc. Mais ça va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Faire le point sur l'état d'avancement de ces contacts. Et 2, comment il voit la suite, les mois à venir, comment il voit la relance nécessaire du processus de négociation. À partir de là, c'est un membre important du Conseil de sécurité, en l'occurrence l'ambassadeur américain ou l'ambassadeur américain, qui prend en charge la rédaction d'un avant-projet. Je dis bien avant-projet de résolution. C'est ce qu'on appelle, c'est un travail de porte-plume, de penholder. Exactement. Ce travail-là est important. C'est pas neutre. C'est la première puissance mondiale qui prend en charge la rédaction d'un avant-projet de résolution. Cet avant-projet tourne auprès des 14 autres membres du Conseil de sécurité, les 4 permanents plus les 10 non permanents. Il y a des discussions, il y a des contacts, etc. Et on va arriver vers le 27-28 octobre, en tout cas avant le 30, au vote d'une résolution. Nul doute que cette résolution, le Maroc l'attend avec sérénité et confiance, parce qu'il est dans son droit, qu'il a l'appui de la quasi-totalité de la communauté internationale et qu'il est temps que la communauté internationale assume peut-être ses responsabilités pour mettre fin à une situation qui n'a que trop duré depuis plus d'un demi-siècle. Voilà le programme pour ce mois d'octobre avant le vote de la résolution. Merci beaucoup, Moustapha Shahimi, pour cet éclairage. Merci à vous. Merci, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suivi des programmes sur Média TV. Très belle soirée.